Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Votre site internet WordPress chouchouté, surveillé et au meilleur de ses performances toute l'année? Avec le service de maintenance WordPress de Maj, votre site vitrine ou e-commerce est protégé et techniquement optimisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Détection des failles de sécurité, sauvegarde quotidienne, monitoring du site et remise en ligne en cas de problème, mise à jour des extensions WordPress, l'équipe de Maj assure la maintenance de votre site de A à Z. Adieu les mises à jour qui font planter le site, plus d'emails de clients pour prévenir que le site est inaccessible. Avec le service de maintenance clé en main de Maj, gagnez des heures de travail, évitez les opportunités perdues et les prises de tête sur votre site internet. Chez My Marketing Experience, Maj gère la maintenance technique de notre site et de ceux de nos clients et on apprécie particulièrement leur réactivité et leurs conseils avisés. Pour tout savoir sur les offres de maintenance et d'assistance WordPress de Maj, rendez-vous sur maj.mc/mmx/maintenance-wordpress ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Jourdan. Mélanie est spécialiste en appel d'offres. Elle accompagne des entreprises à aller conquérir les marchés publics avec son entreprise Georges. Salut Mélanie, comment tu vas? Salut, ça va très bien, merci et toi? Très bien, merci. Moi, je suis super ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur personnellement et qui nous a été énormément demandé par les auditeurs de My Marketing Podcast, qui sont comment je gère des appels d'offres. C'est bidouillé, c'est truqué, c'est le copinage, alors qu'en fait, pas du tout. L'idée, c'est d'arriver. Alors, on sait que c'est compliqué, évidemment, il y a pas rien à faire, c'est du boulot, mais en réalité, on peut intégrer de la méthode et du marketing dans tes réponses à ces appels d'offres pour se différencier. Et donc, aujourd'hui, tu es là avec nous pour nous donner ta méthode pas à pas pour réussir ces appels d'offres. Avant de démarrer, Mélanie, je vais juste te demander, est-ce que tu peux nous resituer qu'est-ce qu'on entend par appel d'offres? Parce que honnêtement, moi, je sais pas. Alors un appel d'offres, c'est un abus de langage, on parle de marché public si on veut être très juridico-juridique. Un marché public, c'est quoi? C'est tout simplement un achat fait par un acheteur public. Acheteur public, on pense tout de suite mairie, collectivité, département, région, même les ministères, mais il y a plein d'autres acheteurs qui passent des marchés publics, des bailleurs sociaux, des musées, l'établissement français du sang. Enfin bref, on en a pas mal. Donc en fait, ces entités-là, pour pouvoir acheter, tout simplement, que ce soit de la fourniture, du service ou même des travaux, ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle des marchés publics et donc plus communément ce qu'on appelle appel d'offres. Mais en fait, c'est tout simplement un contrat, un achat contre de l'argent. C'est classique. À part la procédure pour le faire, c'est assez classique, clairement. Exactement. En fait, c'est tout simplement que c'est codifié. Donc pour pouvoir acheter, ces acheteurs-là doivent suivre un process d'achat. Un process d'achat qui est vraiment spécifique au marché public. Oui, et qui est en fait un atout, parce qu'on en a souvent un petit peu peur. L'avantage de ce process, c'est qu'une fois qu'on le maîtrise, on le maîtrise pour tous. C'est ce qu'on va voir, parce que c'est vrai que finalement, il y a un énorme potentiel sur les marchés publics. Moi, je lisais que il y a eu 200 000 marchés en 2023, donc c'est énorme. Et ça représente à peu près 180 milliards d'euros réalisés. Donc finalement, beaucoup de TPE et de PME, elles hésitent parce qu'elles pensent qu'elles ne sauront pas, que c'est prendre trop de temps, que c'est trop compliqué. Elles n'y vont pas, alors qu'en réalité, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une taille critique pour y aller. Il faut juste avoir une méthode, ce qu'on va voir ensemble, et s'informer aussi. Donc là, je ne vais pas spoiler parce que c'est ce que tu vas nous raconter. Donc Mélanie, tu as super bien préparé. Tu nous as préparé
4 grands points à travailler pour préparer ces appels d'offres. On commence tout de suite par le premier point. Tout à fait. Le premier point pour bien réussir ces appels d'offres, c'est l'anticipation. Il faut bien anticiper la sortie. En fait, les marchés publics, ils sont publiés, vous pouvez y avoir accès. Je commence déjà par faire un petit point de précision. Il y a un seuil critique en marché public qui est 40 000 € hors taxe. On parle toujours en hors taxe en marché public. En dessous des 40 000 € hors taxe, vous ne pouvez ne pas voir les marchés publics. Ils ne sont pas forcément publiés. Par contre, au-dessus, c'est une obligation. Et du coup, moins de 40 000, on fait comment? Comment on a l'info? Eh ben, moins de 40 000 €, il faut faire comme vous feriez avec du privé. Faites-vous connaître. Il faut que l'acheteur, quand il passe un marché en dessous de 40 000 €, je sais pas, il a une prestation d'élagage d'arbres à 22 000 € hors taxe, faut qu'il pense à vous. Pour qu'il pense à vous, faut vous faire connaître. Et ça marche comme la prospection dans le privé. Appel à tous les marchés publics. Nous, chez My Marketing Experience, il n'y a aucun problème. Si c'est moins de 40 000 €, on prend. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin. Pas de problème. Tu as raison parce que pour avoir été consulté par des entités publiques, c'était des contrats qui étaient intéressants, mais moins de 40 000 €. Effectivement, il n'y a pas eu de mise en concurrence. C'est ça. En fait, sous 40 000 €, il y a deux principes. Soit ils passent ce qu'on appelle du gré à gré, donc ils viennent vous chercher directement. Soit il y a une petite mise en concurrence, mais très légère, où en fait, ils envoient une demande de ce qu'on appelle la procédure des 3 devis. Ils demandent 3 devis. Généralement, ça joue sur le prix. On va pas chercher plus loin. Mais pour qu'ils vous envoient cette demande, il faut qu'ils vous connaissent. C'est bien, merci d'avoir planté une graine dans mon jardin, parce que clairement, pour qu'ils vous connaissent, il faut prendre la parole, il faut être visible et il faut faire votre boulot d'aller vous rendre visible de ces acheteurs. Ok, alors on va parler dans le cas des plus de 40 000 €. Donc là, on est vraiment dans le marché public et il faut aller soi-même s'informer du marché qui est sorti. Et là, c'est public. Où est-ce qu'on a l'info? Sur Internet, tout simplement, une vieille phrase qui est toujours d'actualité, Google est votre ami. Vous tapez avis marché public, vous tomberez sur des sites qui vont vous, en fait, référencer les avis de marché. Un marché public est toujours accessible gratuitement. Si un site vous demande de payer pour y accéder, vous avez un moyen de le trouver gratuitement. Il y a des sites, c'est leur job. Eux, leur business, c'est de référencer tous les avis, de pouvoir vous les donner tous sur le même site. Et pour ça, vous payez, en fait, cette prestation. Mais sachez que vous pouvez toujours les trouver gratuitement. Si vous tombez sur un marché, il vous intéresse et quand vous voulez y accéder, c'est payant, vous reprenez juste le titre du marché et le nom de l'acheteur, vous le tapez dans Google, vous allez le retrouver. Est-ce que tu nous partagerais des noms de sites sur lesquels on peut aller faire sa veille pour les marchés publics? Bien sûr, je vous partagerai des sites qui sont là où on retire directement le marché, mais aussi des sites qui moissonnent tous ces autres sites-là, gratuits, pour pouvoir voir tous les avis de marché public. On les mettra en description, comme ça tout le monde pourra y accéder. Merci beaucoup Mélanie. Donc je répète, si le marché public fait moins de 40 000 €, c'est à vous d'aller vous faire connaître, d'aller vous montrer, de communiquer, de prospecter parce que l'acheteur n'est pas tenu de passer un avis d'appel d'offres public, de consultation publique. Il va peut-être consulter 3 fournisseurs potentiels et après il choisit librement. Est-ce que dans ces cas-là, il y a des critères où il n'y a même pas d'évaluation? Généralement, le critère prépondérant, c'est le prix, mais il peut vous demander aussi une petite note méthodologique où l'équipe que vous allez mettre en place pour réaliser la prestation est notée par rapport à ça. Mais du coup, comme c'est surtout le prix, ça peut être bien si on est très compétitif, mais on n'a pas forcément toujours envie de se battre sur le prix. Est-ce que dans les appels d'offres de plus de 40 000 €, c'est forcément le prix aussi qui est le plus important? Non, et vous le savez à l'avance. En fait, les marchés publics, c'est transparent. C'est un des principes de la commande publique, enfin des appels d'offres publics, c'est la transparence des procédures. C'est-à-dire que quand vous lisez un marché public, je vous l'accorde, c'est pas très sexy à lire, mais quand vous lisez un marché public, vous avez toutes les informations dedans. Vous savez les documents que vous allez devoir remettre et vous savez sur quoi vous allez être noté. Et ça, c'est très important. Vous avez même la pondération de ces critères. Si ça te dit, on va passer dans le vif du sujet, on va plonger. Tu vas nous donner tous tes points, point par point, ta méthode pour cartonner sur les appels d'offres publics. Premier point, ayez des documents qui sont prêts. Les marchés publics, c'est très généralement, quand vous avez un seul secteur d'activité, c'est très généralement toujours les mêmes documents. On va vous demander souvent 2 dossiers, un dossier qu'on appelle candidature et un dossier qu'on appelle offre. Ce dossier candidature, généralement, on vous demande toujours la même chose. Une présentation de votre entreprise, les effectifs, l'organisation, une liste des moyens matériels, des références. Tout ça, vous pouvez être déjà prêt à l'avance. Et une fois que vous l'avez fait une fois, vous allez pouvoir le réutiliser dans les futurs marchés. Alors certes, vous allez devoir les mettre à jour, mais très sincèrement, une fois que le gros du boulot il est fait, ça va très vite. Sur la partie offre, c'est pareil. Une fois que vous allez avoir constitué un mémoire technique, faites-le le plus exhaustif possible. Comme ça, c'est plus facile d'enlever de l'information que d'en rajouter.
Mais une fois qu'il est prêt, généralement, et que vous représentez toujours la même prestation, vous l'adaptez à l'acheteur. Ça, c'est obligatoire, mais en tout cas, vous avez le gros du boulot qui est fait. Le plus long, c'est le premier, hein, comme un peu toujours, hein. C'est quand on commence quelque chose de nouveau. Vous avez un investissement temps. Ce qui est important, c'est que cet investissement il soit bien utilisé et qu'à la suite, vous continuez à répondre à des marchés et que vous réutilisez ces docs-là, quoi. J'ai comme une sorte de kit candidature avec tous les documents qui sont demandés quasiment systématiquement dans les candidatures. Et j'ai un kit offre. Donc, tu me disais, le kit candidature, il y a juste besoin de le mettre à jour quand il y a des nouveautés. Et le kit offre, c'est réunir le maximum de documentation sur son offre qu'on propose le plus souvent. Et après, il y a de la personnalisation en fonction du marché, j'imagine. Mais bon, si déjà il y a 80% du travail qui est fait, c'est pas mal. Ah, mais c'est exactement ça. Moi, quand j'accompagne des entreprises, c'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on constitue tous ces documents-là. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à piocher et à remettre dans les offres ce qui est utile. Vous avez compris, préparez en amont. Comme ça, vous serez prêt le jour J. Les délais dans les marchés publics sont parfois courts, hein. Ça, vous avez un délai de réponse à chaque fois. C'est vrai que ça peut aller assez vite. Vous avez aussi, votre charge de travail à côté. Faut compter 3 semaines, 1 mois. On laisse 3 semaines, 1 mois entre la publication et la réponse. Donc, ça peut aller très vite. Donc, si vous êtes prêt en avance, ça va y aller tout seul. Ah oui, c'est court quand même. Effectivement, mieux vaut être prêt, mieux vaut avoir tout sous le coude et plus avoir qu'à personnaliser la partie offre. Alors vas-y, je te laisse aller pour le deuxième point. Le deuxième point, c'est de bien suivre la checklist des documents. Comme je disais, les marchés publics, il n'y a pas de surprise, tout est écrit. On vous demande toujours un peu les mêmes choses, mais cette liste de documents, elle est indiquée. Elle est indiquée, vous avez la liste des documents pour la candidature, pour l'offre. Soyez sûr de remettre l'ensemble des documents. C'est tout simple, vous créez vraiment une checklist, hein. Vous reprenez ça et vous mettez dans votre dossier et vous cochez à chaque fois que vous avez remis un document. Pourquoi ? Parce que si votre offre n'est pas complète, l'acheteur peut vous déclarer ce qu'on appelle irrégulier. Et l'irrégularité, ça a 2 gros inconvénients. Le premier, c'est que vous êtes sûr que vous ne serez pas pris. Et le deuxième, qu'on reverra dans le point 4, c'est qu'il ne va pas analyser votre offre. Donc, vous ne saurez pas si en plus, vous auriez pu être compétitif ou pas, quels étaient vos points forts, vos points faibles, et vous situer par rapport aux autres. Donc en fait, si je rends pas au complet mon dossier, globalement, je suis disqualifiée. Je suis même pas notée, je suis même pas considérée en fait. Oui, effectivement, c'est hard. La sanction peut être dure. L'acheteur, lui, pourrait décider de rattraper l'offre et de vous demander de compléter. Mais encore une fois, il n'est pas obligé. Donc, s'il fait le choix de ne pas venir vous récupérer, c'est foutu. Alors moi, je vais te faire une confidence. Ça a l'air facile comme ça, mais en réalité, parfois, on répond à des appels d'offres. Moi, ça m'est arrivé dans mon passé de salarié où j'ai répondu à un très, très gros appel d'offres. C'était pour La Poste en France. C'était pour les véhicules électriques. Il n'y en avait pas. C'était vraiment la première consultation véhicule électrique. Et donc, on pouvait s'appuyer sur rien parce qu'en fait, il fallait construire. Tout était customisé. Et je me souviens qu'ils demandaient des trucs impossibles à avoir. Donc, en fait, j'avais juste rédigé des documents en disant qu'on s'engageait à faire l'étude avec le partenaire qui, on va dire, qui transformait les voitures, en me disant au moins le document il existe, il répond, c'est-à-dire que j'avais vraiment ma checklist en me disant ça je suis pas capable de répondre, mais plutôt que de pas mettre le document, je vais juste dire qu'on s'engage à faire l'étude. Et finalement c'était passé. Alors je dis pas que vous devez faire comme ça, mais je te rejoins sur le fait de dire eux ils checkent si tous les documents demandés sont là, plus que ce que contient le document. Enfin, à l'époque c'était comme ça. C'est-à-dire que si le document il était labellisé comme il avait demandé et qu'à l'intérieur c'était écrit, comme c'était le cas, ce n'est pas possible à ce jour de le faire parce que, je sais plus quelle raison, c'était trop technique, s'il y avait pas le temps, il fallait beaucoup plus de recul pour le faire. On disait juste qu'on s'engageait à le faire, c'est passé en fait. C'est une très, très bonne technique. En fait, c'est exactement ça. Alors, ça va dépendre des structures et comment ils gèrent. Mais généralement, il y a quelqu'un qui... En fait, il y a 2 niveaux de vérification. La première, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on va checker, voir si les documents sont présents, sans aller dans le contenu. Juste avec le titre demandé, quoi. C'était vraiment ça, hein. Exactement. En fait, c'est aussi ce que je conseille à mes clients, c'est que si on leur demande 5 documents, ne faites pas un PDF condensé, mettez 5 documents dans votre dossier. Parce qu'en fait, l'acheteur va checker très vite en disant j'ai demandé 5 documents, j'en vois 5, ça me paraît complet. Et ensuite, le contenu, lui, il sera noté. Mais en tout cas, vous avez remis le document. Donc en fait, c'est très intelligent de dire on va le faire ou quoi que ce soit, parce que c'est pas une absence de réponse. On a répondu. Peut-être pas ce qu'ils attendaient, mais on a répondu. Et ce qui va permettre une notation. Et ça, c'est ce qu'on va chercher. D'être noté, d'être analysé. Sinon, là, vraiment, on a bossé un peu pour rien. C'est ça. Bon, pour la petite histoire, ça avait fonctionné d'ailleurs, hein. On avait été shortlistés et on avait gagné une partie du marché. Et on était pourtant une toute petite boîte. Donc c'est juste pour prendre leur défense, pour se dire ok, vous ne sentez pas armé, vous n'êtes peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais suivez la méthodologie de Mélanie
Répondez juste s'ils attendent 5 documents, donnez 5 documents, labellisez comme il faut, soyez scolaire. Pour le coup, faut pas essayer d'innover sur ce plan-là. Vraiment, faites ce qu'on vous dit de faire. Et comme tu disais, c'est transparent. Pour ça, on peut pas te prendre en traite. Non, c'est ça. Et c'est vrai que la checklist fonctionne très bien, hein. C'est que même vous, quand vous allez vérifier avant de déposer, vous avez 5 documents demandés, vous voyez 5 documents. Enfin, vous êtes bon. Donc là, c'était le point 2, remettre tous les documents demandés. On passe au point numéro 3. Donc, le point numéro 3, c'est de remettre un bon mémoire technique. C'est la pièce que vous allez retravailler à chaque fois que vous allez remettre un appel d'offres. Les autres pièces, je vous l'ai dit, généralement, on vous demande un peu toujours la même chose, sauf évolution de votre entreprise, elle ne bouge pas énormément. Le mémoire technique, c'est là où vous allez du coup faire votre proposition, vous, commerciale. Explique-nous peut-être un peu ce que tu entends par mémoire technique, parce que clairement, ça, c'est du jargon de marché public. C'est pas forcément quelque chose qu'on utilise pour. Alors, peut-être que ça s'utilise dans certains cas, mais c'est quand même très, très associé au marché public. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mémoire technique? C'est vrai qu'on parle de mémoire technique, c'est là où vous allez formuler votre offre et vous allez répondre à des points sur l'exécution de la prestation qui va vous être demandée. Généralement, on vous note sur 2 grands points qui est le prix et ce qu'on appelle la valeur technique. Donc la valeur technique, c'est la valeur de l'offre que vous allez nous proposer. Donc vous proposez une prestation de formation. Dans ce mémoire technique, on va souvent vous demander, par exemple, la méthodo, l'équipe de formation, les qualifications de ces personnes. Ça peut être ce genre de choses. Donc, c'est là où vous allez expliquer, vous, mettre en avant vos points forts pour dire, on est les meilleurs pour répondre à cette prestation-là. Dans le mémoire technique, on va présenter son offre et démontrer que c'est la meilleure par rapport aux critères qui sont demandés. Exactement. Donc, on n'est pas trop humble, hein, on minimise pas, on est juste honnête sur le background, les qualifications. Je sais pas si on a des, par exemple, si c'est très technique, ça peut demander des certifications, j'imagine. Si on a des certifications, par exemple, qui sont pas demandées, est-ce que ça vaut le coup de les mettre? Bien sûr. Vraiment, soyez pas humble, mettez en avant tout ce que vous savez faire. Au contraire, pourquoi pas? Et même, allez peut-être un peu plus loin que la prestation qui est demandée, parce que si jamais ils ont un autre besoin qui tourne dans leur tête et qui s'étaient dit qu'ils allaient relancer un marché ou qu'ils avaient besoin d'autre chose, profitez-en pour vendre ce que vous faites d'autre. Subtilement, évidemment. Ne leur lancez pas une plaquette de 60 pages à la fin de votre mémoire technique. Elle sera pas lue. Ça ne l'intéresse pas. Par contre, si vous arrivez à glisser subtilement ce que vous êtes aussi capable de faire d'autre, ça peut lui donner des idées. Et encore une fois, ça vous sert à communiquer sur votre entreprise et à vous faire connaître de lui. Donc le jour où il a un besoin, peut-être pas forcément en publiant, il se dira « Ah, mais lui, il avait envoyé un super mémoire technique et il disait qu'il faisait ça. Peut-être on peut le contacter pour avoir un devis. » C'est vraiment très smart, hein. Écoutez bien ce que Mélanie dit. Lorsque vous répondez à une consultation ou un appel d'offres public, vous répondez bien sûr aux questions qu'on vous demande, vous faites bien votre mémoire technique, mais vous avez le droit, et je dirais presque le devoir, de subtilement glisser ce que vous êtes capable de faire d'autre. Alors, en corrélation, j'imagine, avec le sujet, hein, parce que sinon, c'est hors sujet. Et ça vous permet derrière de préparer des reventes. Exactement. En fait, profitez-en pour en faire la communication dont on parlait sur les moins de 40 000 euros en disant faites-vous connaître. Là, c'est d'une pierre deux coups. Vous allez potentiellement avoir un marché public et en plus, vous faites de la pub sur peut-être d'autres secteurs. Effectivement, en corrélation et subtilement, mais pas négligeable. Bah non, mais c'est clair. C'est déjà un moyen de fidéliser. Moi, je le dis toujours, hein, bon, c'est vrai qu'on travaille principalement pour des acteurs du privé qui répondent à des acteurs du privé, mais dès la proposition commerciale, lorsqu'on est consulté, moi, je dis toujours, commencez déjà à préparer la fidélisation en montrant ce que vous êtes capable de faire d'autre. Alors, pas en passant des heures dessus, mais si déjà dans l'esprit du prospect, il anticipe de futurs besoins, mais c'est gagné, quoi. Exactement. Mais par contre, c'est à double tranchant, hein. Si vous envoyez un truc pas terrible, bâclé, vous laissez aussi une mauvaise image, hein. Ça, c'est intéressant de le dire. Donc, on soigne bien son image. Et du coup, je vais te demander, puisque tu dis on soigne bien l'image, est-ce que le design, la manière de répondre, le fait que les documents qu'on rentre soient beaux et agréables à lire, ça compte? Pour vous donner un exemple, moi, j'ai travaillé aussi beaucoup du côté acheteur. Je travaille toujours d'ailleurs aussi. Quand je reçois 60 offres sur un marché public, donc à lire, pour le bien-être de ma rétine et pour la bonne humeur d'ouvrir 60 offres, je peux vous dire que oui, ça y joue. Quand je trouve très facilement les infos que j'ai demandées, quand la lecture est facile, agréable, quand on me facilite mon travail, bien sûr que déjà, ça laisse une image qui est complètement différente où je me dis, l'entreprise en face, elle a compris ce qu'on lui demandait, elle a répondu à ce qu'on lui demandait. Et en plus, c'est super agréable à lire et c'est très clair. Si on capte bien l'information, il y a plus de chances qu'on comprenne mieux votre offre et du coup qu'elle soit
mieux noter. Il y a des gens, je suis sûre, ils font des choses extraordinaires dans leurs prestations. Par contre, ils sont pas capables de la retranscrire. Et quand on lit, on se dit, ouais, ça n'a pas l'air terrible. Alors qu'en fait, ça se trouve, ils font un travail génial. Mais le problème, c'est que on n'a pas envie de le lire et on note sur ce qu'on lit. On peut pas nous deviner ce qu'ils font en vrai. C'est clair. On en parlait dans un épisode, il y a quelque temps avec Anaïs Trémanoun, qui était venue nous parler du storytelling financier. Ce qui était ressorti, un point sur lequel elle avait appuyé, c'est que lorsque tu fais des demandes à la banque et que tu vas faire des présentations, et ben, en fait, si c'est dégueulasse et si les banquiers n'ont pas envie de lire, en fait, tu perds des points énormes sur tes chances d'obtenir ton prêt. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont même pas envie de s'embêter. C'est humain, hein, c'est même pas conscient chez eux. Là, je pense que pareil, c'est pas forcément conscient. Mais tu te braques déjà tellement sur le fait que c'est une difficulté d'analyser le dossier que ben t'as pas envie, tu es dans des mauvaises dispositions. On en reparlera un peu après parce que je crois que il y a un point sur l'humain qui est super intéressant. On y reviendra. Ok, donc ça c'était le point numéro 3. Pour le mémoire technique, on se demande un peu toujours ce qu'il y a dedans. C'est très simple. C'est soit l'acheteur vous l'a écrit, rendez un mémoire technique composé de et il vous liste ce qu'il attend dedans. Répondez à son besoin, adaptez-vous à ce qu'il a besoin et à l'acheteur. Vous répondez, entre guillemets, je vais dire bêtement à ce qu'il vous demande. Donc, si vous a demandé une méthodo, des CV et les formations, vous remettez ça. Par contre, votre travail s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, mettez dans le contexte de l'acheteur. Si vous vous rendez compte qu'il a des contraintes de délai ou de déplacement ou ce genre de choses, montrez-lui que vous avez compris, que vous avez été au-delà, que vous avez bien compris ce dont il avait besoin. Et ensuite, le troisième point, c'est ajouter subtilement ce que vous savez faire en plus, vendez-vous. Et le quatrième, donc, c'est faites quelque chose de beau, présentez bien, vendez-vous. Quatrième point dont tu vas nous parler, et j'en suis hyper contente que tu l'aies ajouté, c'est la donnée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ce point qui va en surprendre plus d'un et qui pourtant fait tellement sens? Le quatrième point, c'est les données et c'est, je pense, le saint graal des marchés publics. C'est vraiment, si vous passez à côté de ça, je comprends qu'il y en a qui désespèrent des marchés publics, mais parce que je pense que ce point, il est pas traité. Un marché public, le gros avantage par rapport au privé, c'est qu'il doit vous dire pourquoi ils vous prennent pas. Et ça, c'est incroyable. Quand vous avez prospecté auprès de plein d'entreprises privées, qu'on vous dit juste non, que vous demandez ah bah vous pouvez me dire et qu'ils vous répondent jamais, les marchés publics, sachez toujours que l'acheteur a l'obligation déjà de vous répondre, de vous dire si vous avez été retenu ou pas, et en plus, il a l'obligation de vous donner l'information. Et des informations qu'il est obligé de vous donner, il y en a plein. Il est déjà obligé de vous dire combien vous avez été classé, donc ça peut être intéressant. Il est obligé de vous dire qui a eu le marché et pour combien. Donc ça vous permet aussi, vous, de voir par rapport à l'attributaire, à celui qui a obtenu, où est-ce qu'on se situe. Et plus encore sur le prix, vous avez le droit, et ça, peu d'entreprises le savent, et même des acheteurs ne le savent même pas, ils sont obligés de vous donner les offres de prix globales des autres concurrents. Donc en fait, c'est génial pour faire ton étude concurrentielle, quoi. Exactement. C'est une mine d'or parce que quand tu sais combien ça coûte les études concurrentielles, alors tu auras pas toutes les informations que tu veux, c'est sûr, mais tu auras quand même toutes les informations sur les tarifs. Par contre, est-ce qu'ils te donnent leur structure d'offre, leur mémoire technique ou ça, tu y as pas accès? Non. Alors, sur tout ce qui va être partie financière, vous avez accès du coup au montant global des autres offres, si vous les demandez. Il faut les demander, il faut le dire, hein. On vous les donne pas par défaut, mais vous pouvez les demander et les obtenir, c'est une obligation légale. L'obligation de l'acheteur, c'est de vous dire qui a eu le marché et à combien. Ça, généralement, il vous le met dans le courrier, il vous dit « Malgré la qualité de votre offre, nous avons le regret de vous informer que vous n'avez pas été retenu. » Donc, vous voyez, j'ai écrit pas mal de courriers. Et ensuite, il vous met « C'est un tel qui a eu le marché pour tant. » Ok, super, c'est déjà un début d'information. Par contre, vous pouvez aller demander plein d'autres choses si vous ne l'avez pas dans le courrier. Vous pouvez aller demander vos notes. Donc, je vous l'ai dit au début, vous avez des critères, vous savez déjà sur quoi vous allez être noté. Donc, c'est très important d'aller demander vos notes. La note de prix, elle représente un peu rien, parce que savoir que vous avez 30 sur 40 au niveau du prix, ça parle pas. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vous comparer aux autres. Donc déjà, à l'attributaire, que généralement vous avez eu le montant, donc voir l'écart de prix que vous avez pu avoir. Ça se trouve, vous serez moins cher. Attention, on prend pas forcément le moins cher. Donc, vous pouvez être moins cher que l'attributaire, mais aussi de vous situer par rapport aux autres concurrents. Ça, hyper important. Sur la partie technique, ce que vous pouvez demander, c'est ce qu'on appelle le rapport d'analyse des offres. Si vous avez un truc à retenir, c'est celui-là. Le rapport d'analyse des offres. Pour ceux qui vont devenir experts, on dit RAO. On aime beaucoup les acronymes en marché public. Alors, c'est quoi concrètement? Le rapport d'analyse des offres, c'est l'acheteur qui va mettre dans un tableur chaque critère sur lequel vous allez être noté, chaque commentaire
par rapport aux critères et la note en face. Et ça, on peut l'obtenir. Ça, vous pouvez l'obtenir. Par contre, vous ne l'avez pas en intégralité. Ce que vous pouvez obtenir, c'est vous, vos commentaires et vos notes. Tous les concurrents qui n'ont pas été retenus, vous n'avez pas d'informations sur eux. Par contre, vous pouvez avoir des informations sur l'attributaire. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle les avantages de son offre. Pareil, dans le RAO, vous avez le commentaire et la note que lui aussi a obtenue sur les différents critères. C'est une mine d'or, ça. C'est une mine d'informations incroyable. Par contre, je mets un petit bémol et c'est aussi bien pour vous. Tout ce qui relève du secret des affaires n'est pas communicable. On ne communique pas vos petits trucs à vous, vos petits tips, vos petites astuces, tout ce qui relève de votre stratégie commerciale. Ça, on ne le communique pas. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un rapport d'analyse où vous allez avoir des passages caviardés de l'attributaire, de celui qui a eu le marché, parce que, effectivement, ça, on n'a pas à vous le communiquer. C'est à lui, c'est propre, c'est sa propriété. Donc, on peut y participer sans craindre que nos concurrents, parce qu'il y a le reverse angle, je vais dire, on peut y participer sans craindre que nos concurrents aient accès à toutes nos stratégies commerciales. Exactement. Votre mémoire technique ne sera jamais communiquée. On ne communique pas votre mémoire technique. Et si dans ce fameux rapport d'analyse des offres, pour pouvoir analyser, on a mis des informations qui sont utiles à l'acheteur, mais qui ne sont pas communicables, encore une fois, je le rappelle, par rapport au secret des affaires, ça sera caviardé. Vous ne l'aurez pas. Mais il n'empêche que ça vaut le coup parce que c'est des informations qui sont généralement très dures à avoir. C'est ça. Et encore une fois, l'acheteur a l'obligation de vous les fournir. Il a l'obligation de nous les fournir. Certaines, il faut aller les demander, hein, il faut être précis. L'acheteur ne va pas se contraindre tout seul à vous fournir toutes les informations si vous ne demandez rien. Lui, il va vous dire, vous n'avez pas été retenu, c'est un tel qui a été retenu, et généralement à tel prix. S'il est sympa, il vous met même vos notes sans que vous les demandiez. Et ça arrive. Mais il y a plein d'autres informations à aller chercher. Et donc, du coup, j'imagine que plus on répond à des appels d'offres, plus on accumule d'informations. C'est ça. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un retour sur un marché où un acheteur va vous dire que votre méthodologie, elle est peu détaillée. Ça se trouve, vous allez répondre à 4 autres marchés et eux, ça va parfaitement leur convenir. Donc, c'est vrai que s'appuyer sur un seul, c'est pas représentatif. Par contre, effectivement, quand vous avez... moi, j'avais eu un client et en fait, c'était la créativité dans les scénarios qui revenait souvent. C'était un point qui avait l'air de manquer. Du coup, on s'est dit, faut qu'on travaille là-dessus. C'est ce point-là, il revient. Donc, c'est pas anodin. 5e point, Mélanie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Le point numéro 5 va être un peu surprenant, mais même si on parle d'administration de marché public, il y a des humains derrière. Et donc, il va falloir intégrer cette partie-là à vos offres, de vous dire qu'il y a un humain derrière qui va lire, analyser ce que vous allez proposer. J'entends que dans les marchés publics, il y a une distance qui se fait beaucoup entre les fournisseurs et les acheteurs, dû à la dématérialisation, dû au fait qu'on passe par des plateformes, dû au fait que les questions se posent plus à l'oral, mais pareil, toujours sur les plateformes de marché. On se sent loin de cet acheteur qu'on n'appelle pas, qu'on ne rencontre pas, ou alors tardivement dans la procédure, mais il y a quand même un humain derrière. Je vais mettre une alerte. Je ne parle pas de triche ni de marché pipé, mais vous avez un humain qui va avoir une part de subjectivité, qu'il le veuille ou non. Et quand il va lire votre offre, il faut que vous le captiez. Il faut que vous l'embarquiez avec vous et il faut jouer sur ce qu'il va ressentir quand il va lire votre offre et lui donner envie de bosser avec vous. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si on envoie des documents qui sont dégueulasses, impossibles à lire et vraiment horribles, déjà, on va pas mettre la personne dans les meilleures dispositions pour s'imprégner de votre marque et de votre dossier. Peut-être même qu'il va se dire non, celui-là, je le garde pour la fin parce que franchement, il est trop indigeste, ce qui n'est pas bon signe. Tu le disais aussi, c'est le côté, si j'ai un marché de moins de 40 000 euros, si je connais déjà l'entreprise, si ils me paraissent sympas, s'ils ont tout fait pour faciliter mon travail, j'ai tendance à penser que si je travaille avec eux, peut-être pas cette fois-ci parce qu'ils ne correspondent pas, mais une prochaine fois, parce que c'est vrai que c'est possible qu'on n'ait pas le marché cette fois-là, mais pour un autre, ça passe. En fait, ça donne envie dès le départ. Moi, je voulais te poser une question, Mélanie. Est-ce que les acheteurs publics, ils fréquentent les réseaux sociaux comme LinkedIn ou d'autres? Est-ce que pour toi, ça vaut le coup, si je veux toucher des acheteurs publics, de développer ma visibilité et ma communication sur, par exemple, des réseaux sociaux? Moi, quand j'étais acheteur, non, je n'y allais pas. C'est pas quelque chose que je regardais. Par contre, forcément, il y a une part de prospection qui va se faire. Alors peut-être moins du côté je vais dire de la commande publique, des acheteurs publics, mais peut-être des services opérationnels. Je m'explique. Par exemple, dans une collectivité assez importante, si vous allez avoir un achat d'arbres, et oui, on achète des arbres. Si vous avez un achat d'arbres, c'est plutôt le service parc et jardin qui va aller, lui, chercher des entreprises qui pourraient coller. Et lui va faire sa petite
prospection, d'aller regarder qui pourrait aller contacter 3 entreprises dans la région pour lui répondre à sa fameuse petite procédure des 3 devis. Moi, je dirais que c'est pas inintéressant. Il y a beaucoup plus, on est beaucoup plus sur les réseaux aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Je me rends compte aussi du nombre d'acheteurs qui s'y trouvent finalement sur LinkedIn. Alors, on parle beaucoup de nos sujets à nous, certes. Est-ce qu'après, on va regarder les autres entreprises? Ça, je sais pas. Je saurais pas y répondre. Par contre, profitez de LinkedIn pour aller les contacter. C'est un super bon message. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est que dans les marchés publics, il y a évidemment les acheteurs, ceux dont c'est le job qui travaillent au département, dans le service marché public. Et il y a également les prescripteurs, c'est-à-dire que lorsqu'on achète pour un service en particulier, ce service va lui-même faire des recommandations et peut orienter en disant, j'ai repéré telle entreprise, franchement, vous devriez les intégrer dans votre consultation parce qu'elle a l'air pas mal. Donc, développer sa visibilité et sa communication. Alors là, j'ai dit LinkedIn, mais finalement, ça peut être d'autres réseaux, hein, où les utilisateurs sont présents. Ça vous permet derrière directement d'être, on va dire, prescrit et indirectement de toucher les acheteurs publics. Donc pour ma part, je pense que c'est un bon deal à faire ça. Ouais, et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce qu'on disait pour les plus petits marchés, de se faire connaître. Donc, hésitez pas non plus à leur téléphoner, hein, ils ont le téléphone. Et ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez trouvé, moi je sais pas, le directeur des parcs et jardins sur LinkedIn, que vous avez son nom, quand vous allez appeler et que vous allez demander monsieur untel, c'est déjà un bon point. On se fait connaître. On n'hésite pas, vous pouvez les rencontrer. Il y a pas de distorsion de concurrence ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'ils vont vous donner tous les marchés qui vont sortir, mais vous avez le droit d'aller vous faire connaître auprès de clients potentiels et les acheteurs publics en font partie. N'hésitez pas à miser sur la dimension humaine. C'est pas pour truquer le jeu, c'est pour être quand même informé. Par exemple, s'il y a un marché de moins 40 000 euros et que vous semblez répondre à la demande, ça ne vous garantit pas d'avoir le marché, mais développer votre branding, votre présence, la prospection, la relation humaine, c'est vraiment prendre en considération la dimension émotionnelle des achats et même des achats publics. C'est vraiment important de le comprendre. Lorsqu'on a plus confiance dans une entreprise, on va tendance à mieux la noter, même s'il y a tous des critères d'objectivité. Tu l'as dit Mélanie, parfois, ça reste des êtres humains, ils peuvent être un peu subjectifs. Alors évidemment que si vous répondez complètement à côté de la plaque, ça n'arrivera pas. Mais on va tendance à améliorer sa note, sur des entreprises dans lesquelles on a une confiance perçue importante. Et puis, vous allez améliorer la compréhension aussi. C'est-à-dire que quand on vous demande de décrire une méthode, je vous parlais de la formation tout à l'heure, d'écrire une méthode de comment vous travaillez vos formations, vous les apportez, quels sont vos, tips, pédagogiques, pour, faire rentrer tout ça dans la tête de quelqu'un. Si vous l'expliquez bien, c'est plus facile de le noter que si on comprend pas ce que vous êtes en train de nous expliquer. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Mélanie, c'était hyper intéressant. Je voulais savoir, est-ce que toi, tu as un petit outil, une technique, une astuce, que tu aimes particulièrement dans ton travail d'aider, d'accompagner à répondre aux appels d'offres? Alors ça va être très vintage, mais ça fonctionne très bien. C'est les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, sauvent la vie de certains de mes clients parce qu'on vous demande X fois les mêmes informations dans les documents. On vous demande beaucoup, par exemple, le nom de votre entreprise, votre SIRET, votre adresse mail, tout ce genre de choses, et en fait, d'avoir ces raccourcis clavier, mais on remplit les documents à une vitesse incroyable. Tu vas plus vite. Donc, par exemple, avec les text expander comme Magical ou un truc comme ça, en fait, c'est une extension où tu dis, slash, nom, ça va mettre le nom d'entreprise, slash, Ouais, j'ai un slash, SIR et mon SIRET ressort à chaque fois et on me le demande tellement de fois dans, plein de documents parce que je candidate aussi à des marchés publics. On vous demande tellement de fois les mêmes informations que vous les remplissez à une vitesse incroyable, et même sur les plateformes où on va vous redemander, un peu de réintégrer ça, à chaque fois ça va très vite. bon, super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, nous parler des marchés publics aujourd'hui. Alors effectivement, c'est pas le sujet sexy, mais pourtant, il y a vraiment des opportunités de croissance et honnêtement, Mélanie, tu as réussi à rendre le sujet sexy. Bravo, c'était pas gagné d'avance, mais tu as relevé le challenge haut la main. Merci, et je voulais juste ajouter un truc, c'est vrai que les marchés, ils ont une, réputation, un peu austère, froid, c'est pas le domaine où on a vraiment envie de mettre les pieds. En plus, on parle d'administration, donc les gens reculent à une vitesse incroyable. Mais, en fait, c'est comme n'importe quel sujet. Par exemple, le marketing, aujourd'hui, c'est très sexy. On adore parler de marketing, mais ça a son univers, ça a son vocabulaire, ça a ses méthodes. Les marchés publics, c'est la même chose. C'est la même chose. Je t'assurais qu'il y a quelques années, c'était pas sexy le marketing, hein. C'est un peu nouveau que ce soit sexy. C'est vrai, Donc c'est vrai. peut-être que d'ici quelques années, les marchés publics, ce sera le truc hyper tendance. Mélanie, tu auras été vraiment une pionnière, hein. Bravo.
et je pourrais dire que tu es venue sur My Marketing Podcast. Mais écoute, ça sera avec grand plaisir. Et il y a pas mal de consultantes. Alors désolée pour mes confrères masculins, mais je connais plus de femmes. Il y a pas mal de consultantes qui sont en train de travailler là-dessus et qui font un travail incroyable. Les consultantes en marché public qui font le même job que moi et qui sont en train de dépoussiérer le domaine. Et vraiment, c'est super chouette. Du coup, j'ai oublié de te demander, mais toi, si on a envie de te suivre, de te dire merci, de savoir ce que tu fais, ça se passe où? Ça se passe sur LinkedIn. Comme par hasard, c'est là Comme aussi par que je t'ai hasard. trouvé. Ça se passe sur LinkedIn et j'ai aussi un site internet. Mais venez sur LinkedIn, c'est plus sympa, écrivez-moi, n'ayez pas peur. D'accord, ben, on mettra ton LinkedIn en description. Un grand merci Mélanie, à très bientôt et à tout le monde, à très vite pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt!